Économie Le Max, soyez les bienvenus sur i24 News, édition spéciale aujourd'hui à l'occasion du 44e Forum économique de Davos. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont sur place et une ambition, améliorer l'état du monde. À l'heure où l'on ne sait toujours pas si la crise est vraiment derrière nous, à l'heure surtout où les inégalités n'ont sans doute jamais été aussi fortes. Deux invités aujourd'hui pour nous en parler, Élise Brésis, professeure d'économie à l'université Bar-Ilan, et notre consultant Lionel Friedfeld, analyste financier. On les retrouve dans un instant. Voilà pour le sommaire. Avant de revenir sur Davos, un coup d'œil rapide sur l'essentiel de l'actualité économique du jour. Et d'abord, cette question, sommes-nous à l'aube d'un énième suspense autour du plafond de la dette des États-Unis? Hier, le Trésor américain a pressé le Congrès de le relever avant la fin février. Jack Lew, le secrétaire au Trésor, affirme que les mesures extraordinaires de financement pourraient être épuisées avant début mars. L'endettement public atteint à l'heure actuelle 17 350 milliards de dollars. La limite d'emprunt du gouvernement fédéral arrive à échéance dans 2 semaines, le 7 février. Autre inquiétude en Asie, cette fois, elle porte sur le ralentissement de la production manufacturière. Elle s'est contractée en janvier pour la première fois depuis 6 mois. L'indice PMI des directeurs d'achat de HSBC s'affiche à 49,6, en dessous donc des 50 qui marquent la limite entre expansion et contraction. Un chiffre, on le sait, très surveillé. La Chine reste l'usine du monde. C'est le score le plus bas depuis août 2013. En Europe, c'est officiel, la Commission à Bruxelles a adopté hier une recommandation qui laisse la voie libre à l'exploitation du gaz de schiste sur le vieux continent. Une condition majeure toutefois, respecter les principes communs et notamment sanitaires et environnementaux. Malgré les controverses, les désaccords, Bruxelles entend réduire la dépendance de l'Union à l'égard des importations et prévoit que le gaz de schiste pourrait couvrir d'ici 20 ans 10% de sa demande de gaz. Et puis en bref, Toyota reste le numéro 1 mondial des constructeurs automobiles. Le groupe japonais a annoncé ce matin avoir écoulé 9,98 millions de véhicules en 2013, 2% de plus qu'en 2012. Toyota devance de peu l'américain General Motors et l'allemand Volkswagen. Davos 2014, on y vient. Alors ce forum économique mondial peut-il vraiment, comme le prétend son slogan, améliorer l'état du monde? On a vu ce jeudi un chassé-croisé improbable entre Hassan Rouhani et Binyamin Netanyahou. Le président iranien signe le grand retour de l'Iran à Davos après la levée d'une partie des sanctions économiques contre son pays. Autre star du forum cette année, le Premier ministre japonais Shinzo Abe ou encore la présidente sud-coréenne Anthony Nesme. C'est la visite la plus attendue de ce 44e forum économique mondial. Hassan Rouhani est arrivé le 22 janvier à Davos. C'est la première fois en 10 ans qu'un président iranien se rend dans la station de ski helvétique. Il sera bien sûr question de la Syrie, alors qu'à quelques centaines de kilomètres, la conférence de Genève a placé autour de la table les différents acteurs du conflit, tout en fermant la porte à l'Iran. Mais pour l'heure, le président Rouhani insiste sur le réchauffement de ses relations avec la communauté internationale. Nous avons eu une histoire de relations économiques et commerciales profondes avec les États européens. Grâce à la mise en œuvre de l'accord de Genève la semaine dernière, les relations de l'Iran avec les États européens seront entièrement normalisées. Les négociations ces derniers mois entre l'Iran et les États-Unis sont elles aussi rentrées dans une nouvelle phase. Pour la première fois, des hommes politiques des deux pays ont négocié, échangé leurs visions et ont pris des décisions pour résoudre leurs désaccords sur la question nucléaire. Arrivé par le train de Zurich, Shinzo Abe a peint un tableau optimiste de l'économie japonaise. Mais le Premier ministre a averti que les tensions militaires en Asie ne doivent pas menacer la croissance dans la région. Si la paix et la stabilité en Asie étaient menacées, l'impact pour le monde entier serait énorme. Les fruits de la croissance en Asie ne doivent pas être gaspillés dans une improbable expansion militaire. Nous devons les investir dans l'innovation et le capital humain. Une analyse partagée par la présidente sud-coréenne qui souligne l'importance de ce qu'elle appelle l'économie créative. Une économie créative exploite les idées créatives des individus et les marie avec la science et les hautes technologies. Tout cela favorise la convergence des différents secteurs et la confluence de l'industrie et de la culture. Cette économie créative est aussi à l'œuvre en Afrique. C'est l'avis de l'homme le plus riche du continent. Aliko Dangote, nigérian, propriétaire d'un conglomérat fort de 11 000 salariés, a fait fortune grâce au pétrole et donne son avis sur ce qu'il appelle une révolution technologique.
Il y a 10 à 12 ans, nous avions moins d'un demi-million de lignes téléphoniques, à la fois fixes et mobiles. Aujourd'hui, nous parlons d'environ 129 millions de lignes. Nous avons 47 millions de personnes utilisant Internet aujourd'hui au Nigeria. Ainsi, vous pouvez voir la révolution massive, non seulement au Nigeria, mais dans toute l'Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne. Proche-Orient, Asie, Afrique, les différents chefs d'État ou leaders économiques encouragent l'innovation et la paix. En témoigne aussi l'initiative de 100 chefs d'entreprise israéliens et palestiniens appelant de leur vœu un règlement du conflit. Un espoir politique, mais aussi un intérêt pour garantir, voire augmenter des profits. Voilà, le politique et l'économique qui s'entremêlent à Davos. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec nos deux invités. Élise Brésis d'abord, professeure émérite d'économie à l'université Bar-Ilan. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes aussi l'ancienne directrice de la statistique à la Banque d'Israël et vous avez écrit un livre sur les élites. Et puis on salue Lionel Friedfeld, analyste financier, notre expert numéro 1 de la finance. Bonjour Lionel. Alors une théoricienne et un analyste. D'abord on l'a beaucoup dit ces derniers jours, c'est la première fois depuis 2008 que la crise économique n'apparaît pas ou ne semble pas apparaître en tête des dossiers à Davos. Pourtant, la reprise reste très fragile et notamment en Europe. On écoute l'avis d'un expert. Petit problème technique, on reviendra plus tard sur ce sonore. Élise Brésis, vous pensez que la crise est derrière nous, l'essentiel de la crise ? Je ne crois pas. Je crois qu'effectivement, la crise financière est peut-être derrière nous, mais quand vous regardez la croissance, quand vous regardez ce qui se passe actuellement en Chine, quand vous regardez le taux de chômage très élevé en Europe, on n'est certainement pas dans une période très bonne. Il y a encore beaucoup à faire. Et certainement que nous nous retrouverons devant des questions que nous ne connaissons pas la réponse, puisque ces nouvelles technologies, tout le monde parle de la créativité, mais ces nouvelles technologies vont faire en sorte que les gens trouveront probablement moins de travail. Et donc ça risque d'être un problème. Alors on va écouter le sonore puisque la bande est revenue. On écoute tout de suite l'avis d'un expert. 6 ans après le début de la crise financière grecque, le système financier mondial n'a pas encore retrouvé une bonne santé. Les performances ne sont pas encore au niveau, particulièrement dans la zone euro où la recapitalisation et le nettoyage des bilans des banques restent insuffisants et nécessitent encore plus d'efforts. C'est bien sûr l'une des questions clés ou l'une des tâches principales de la zone euro pour 2014. Alors Lionel Friedfeld, on voit quand même les fondamentaux de la crise, ils sont toujours là. D'abord le surendettement des États et puis le problème de baisse de compétitivité, de productivité. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant ? Alors en fait je crois qu'il faut analyser ça de façon par zone. Les États-Unis, la reprise est clairement identifiée. Ouais. La Fed a fait ce qu'elle devait faire. Elle injecte quasiment 80 milliards de liquidités dans le marché chaque mois. Tous les mois, une politique de quasiment de taux zéro, c'est un peu le free money. Donc effectivement l'économie est soutenue et il y a une véritable révolution. On en parlait notamment dans le reportage avant, c'est le gaz de schiste qui permet de diviser les coûts de production des entreprises américaines par 4. Et ce qui est en fait les actifs américains reviennent aux États-Unis. On rembauche. Grâce à cette industrie. Exactement. On rembauche des personnes et donc là il y a de la croissance. On prend un autre cas, le Japon dans les grandes zones. Le Japon a fait à peu près cette même politique volontariste. On voit bien que le Premier ministre Abe a nommé un nouveau gouverneur à la Banque du Japon. Ils injectent des liquidités dans le marché. Ils dévaluent le yen de 20 à 25% face au dollar et à l'euro. Et on voit donc que le Nikkei a pris... que la crise est passée un petit peu pour ces pays-là, États-Unis, Japon, et puis pour le reste du monde, ça reste poussif. Effectivement, il faut regarder vraiment zone par zone les zones les plus intéressantes. La Chine, il y a une croissance qui est toujours tirée. On a ce fameux shadow banking, cette inquiétude sur, on va dire, l'augmentation de la dette au niveau notamment local, des collectivités qui a augmenté de 70%, notamment en 2 ans, à quasiment 4 000 milliards de dollars. Et puis on a cette fameuse zone euro, on va dire. Aujourd'hui, on ne sait pas, il n'y a pas une voie, il y a une crise de leadership européen. La Banque Centrale Européenne n'arrive pas à contrôler. D'un côté, il y a l'Allemagne qui s'est exportée avec des valeurs ajoutées. Et de l'autre côté, effectivement, des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, véritablement à la traîne. Donc c'est vraiment, on va dire, une croissance confirmée, mais... qui reste inégale et répartie. Alors justement, au niveau des réponses à cette crise, on assiste finalement à une bonne vieille bataille entre théoriciens, 2 écoles qu'on peut distinguer assez clairement, les keynésiens ou les néo-keynésiens, qui sont les partisans de la relance, de la croissance, et contre les néolibéraux qui prônent l'austérité. Et le champion du premier camp, c'est le japonais Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, qui joue le tout pour le tout avec sa recette, les Abenomics, tout au service de la croissance. Et on écoute.
L'économie japonaise est sur le point de se libérer de sa déflation. Ce printemps, les salaires augmenteront. De plus hauts salaires mèneront à une plus grande consommation. Notre situation fiscale a également progressé et le Japon est désormais sur la bonne voie pour la consolidation budgétaire. Élise Brésis, finalement, les Abenomics, c'est un peu la version japonaise de ce que fait la Fed aux États-Unis, injecter des liquidités pour soutenir les marchés. Donc déjà des résultats, un plus de compétitivité. Ça semble quand même être une grosse prise de risque quand on voit notamment la dette du Japon. Oui, mais d'un autre côté, si vous avez vraiment énormément de liquidités, à un moment ou à un autre, on aura de l'inflation, et cette inflation permettra de résorber la dette de la manière... Malgré un risque de hausse des taux d'intérêt peut-être. Taux d'intérêt nominaux, mais pas taux d'intérêt réels. C'est-à-dire ce que vous allez avoir probablement dans les 10 prochaines années, vu la liquidité qui se trouve aux États-Unis et qui va se trouver au Japon, ce sera probablement effectivement un peu d'inflation. Cette inflation-là va vous permettre de réduire la dette réelle et c'est donc un excellent moyen. Ouais, parce que le fléau du Japon, on le rappelle, c'était la déflation depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc beaucoup d'investissements pour le Japon et même une hausse de la TVA qui est prévue très bientôt. Mais tous les économistes leur avaient dit, ça fait maintenant déjà 20 ans, de changer de politique et eux ne l'ont pas fait. Et ils se réveillent un petit peu tard. Ouais. Alors Lionel, pour l'instant, avantage quand même pour les néo-keynésiens. On voit qu'en Europe, la BCE fait l'inverse de ce que fait la Fed ou la Banque du Japon, l'austérité, et puis on voit les résultats, peu de croissance et beaucoup de chômage. Oui, effectivement, mais je pense aujourd'hui, on va dire les gens qui sont à la tête des banques centrales, on voit bien Stanley Fischer quand il était à la tête de la Banque centrale d'Israël, mais Janet Yellen à la Fed, sont devenus pragmatiques. Il n'y a plus véritablement des pro-keynésiens, anti-keynésiens. Ce sont des gens qui ont suffisamment d'intelligence pour ajuster des politiques. Exactement, pour ajuster véritablement les politiques économiques par rapport justement aux résultats des entreprises. Effectivement, l'Europe, il y a une problématique, mais ça c'est véritablement, je pense, entre le dialogue, notamment entre l'Allemagne et notamment la France. Et c'est la France, en fait, qui manque de compétitivité, puisque l'Allemagne exporte notamment son industrie automobile et toute l'industrie. Ce n'est pas parce que l'euro est fort que l'Allemagne n'exporte pas. Et alors, quand Pierre Moscovici prend l'argument de dire que la France, les exportations n'arrivent pas à percer parce que l'euro est fort, on voit donc il y a un problème. Un vrai souci. 1% de croissance pour la zone euro prévue pour cette année, selon le FMI. Un mot quand même sur Israël. Israël qui a peut-être son mot à dire à Davos cette année, un pays qui a résisté à la crise et qui se situe un petit peu entre les deux courants, croissance d'un côté et puis vigilance sur les déficits aussi. Ça c'est exact, mais parce que nous sommes vraiment un petit pays. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une inflation, d'avoir des taux d'intérêt différents, d'avoir des grandes liquidités. Nous devons suivre ce que décident les grands pays qui sont finalement les États-Unis et l'Europe. Et je voudrais rajouter que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lionel. C'est vraiment du pragmatisme. Il n'y a plus ici une question de différentes philosophies économiques, mais vous avez des gens qui sont prêts à prendre des décisions et d'autres qui ont tout simplement sont frileux et ont un peu peur. Donc c'est là que ça se joue. Alors on va parler maintenant d'un des principaux thèmes de cette édition 2014 de Davos, les inégalités. 1% de la population mondiale possède aujourd'hui 50% des richesses de la planète. Certains ont leur idée pour résoudre le problème. On écoute. Je pense que l'élément clé pour faire face aux inégalités des revenus est de créer plus d'emplois. Si vous avez plus de gens qui gagnent leur vie convenablement, alors aux États-Unis, on verra une croissance de l'emploi et une baisse du chômage. Voilà Brian Moynihan, le patron de Bank of America au sujet des inégalités. 12 millions de dollars de gains quand même pour lui en 2012. Élise Brésis, est-ce qu'on est face à une sorte d'oligarchie transnationale? Je reprends les termes d'un de vos articles. Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer un petit peu cette répartition des richesses? Alors oui, vous avez raison. Davos, c'est la preuve qu'il n'y a plus des élites nationales, mais des élites internationales. Et j'ai parlé d'oligarchie transnationale parce qu'ils se connaissent tous. Ils ont fait, vous pouvez voir des gens venir d'Afrique, d'Asie, mais finalement, s'ils sont l'élite, s'ils font partie de l'élite, 50% qu'ils ont étudié dans une des top universités dans le monde, et donc qu'ils connaissent aussi les autres. Par contre, à propos des inégalités, je voudrais dire un petit mot. Il y a effectivement beaucoup plus d'inégalités, mais surtout d'inégalités dans un pays. Par contre, le fait que la Chine se soit tellement développée, le Vietnam et d'autres pays, les inégalités entre le Nord et le Sud, ou en fait entre l'Europe et l'Asie, est en train de
baissé. Donc il y a quand même quelques points positifs. Ouais. En tout cas, on a vu un petit problème de crédibilité, de légitimité pour ce forum de Davos qui est présenté comme celui des élites. Lionel Friedfeld, dans quelques mots, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de volonté au sein des milieux financiers, au sein des politiques pour réduire ces inégalités qui sont quand même un facteur de risque socio-économique aujourd'hui? Alors oui, je le pense, et simplement parce que c'est un vrai facteur de risque. Et on l'a vu, quand une économie tourne pas bien, on peut prendre le cas de la France dernièrement, il y a beaucoup de manifestations, on a vu le phénomène des bonnets rouges, et donc c'est véritablement un vrai risque d'avoir beaucoup d'inégalités entre des très très riches et des très très pauvres. Ça peut être inégalité, on va dire, sur la répartition de la richesse, mais un des thèmes majeurs aujourd'hui à Davos, c'est l'inégalité entre la parité entre femmes et hommes. Ouais. Seulement 15% des femmes sont représentées à Davos, et il y a, en titre mondial, que simplement 20% des femmes qui font partie des top exécutifs, soit d'une entreprise, soit des universités. Et donc, c'est véritablement aussi une grande inégalité. Ouais, et puis beaucoup d'inégalités entre le Nord et le Sud, comme toujours, on le rappelle. Bien, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Davos, on le rappelle, c'est jusqu'à samedi soir sur i24 News. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News. Restez avec nous, l'information continue.